Bonjour tout le monde et bienvenue dans Lecture du mois, l'émission qui parle des mangas, BD ou comics que j'ai lus durant le mois en cours, et on termine le mois d'avril 2019 avec cette petite pile. Sans surprise, on commence comme toujours avec du Kingdom, le tome 16, qui marque la fin de l'arc de la première bataille contre Zhao, et cette fin, elle est franchement épique. Déjà de toute façon, l'arc de Zhao, il est épique, et ce final est épique, et il est tellement épique que vous allez voir dans 20-30 tomes, il va vous marquer ce tome, cette fin d'arc, ça va vous marquer tellement que jusqu'au tome 50, vous allez y penser. Honnêtement, moi j'ai lu les scans jusqu'au tome 50, voilà, je le dis, je l'ai toujours dit. Ce tome-là, je l'attendais avec impatience parce que je me dis, est-ce que ça va me faire vibrer à nouveau? Et oui, ça me fait vibrer à nouveau. Et j'ai hâte de lire la suite, surtout que... Alors ce qui est marrant, c'est qu'en plus, ce tome-là tisse plus ou moins le prochain arc, parce qu'il parle un petit peu du harem du roi, qui va être un petit peu le prochain arc, par rapport aux couvertures. J'ai hâte de lire la suite. The Isolated Zone, tome 4 sur 8. Et il y a une sorte... Alors, peut-être que c'était vers la fin du tome 3, mais en tout cas, là, il y a vraiment une sorte d'ellipse temporelle, parce que le personnage principal a beaucoup grandi. Je pense que dans le tome 1, il devait avoir 12-13 ans. Là, il a l'air d'avoir 18-20 ans. Et il est beaucoup plus sage, beaucoup plus adulte. Et voilà, il fait des petits tropes. Franchement, c'est stylé, j'ai beaucoup aimé. Alors, le personnage sur la couverture, Otarubi, génial, franchement, elle a des passages super stylés. Waifu, voilà, Waifu sur 20, c'est un super personnage. La couverture lui rend vraiment bien hommage parce qu'elle n'est pas aussi sublime dans le manga parce que bon, il s'est passé 20 ans entre cette couverture et le manga, mais c'est un super perso. Et j'aime beaucoup ce qui se passe dans ce tome et j'ai hâte de lire la suite, surtout que il reste plus que 4 tomes, on est déjà à la moitié et j'ai hâte de lire la suite. Jojo Bizarre Aventure, partie 8, Jojo Lion, tome 13, c'est très long à dire ça à chaque fois, et donc c'est le tome qui marque la fin du combat contre Vitamine C, qui est un peu le combat qui t'explique un petit peu le début du tome 1. Ça y est, t'as enfin compris qu'est-ce qui s'est passé au personnage avant le tome 1. Tout est expliqué plus ou moins, et qu'est-ce que sont devenus certains personnages, et c'était vraiment cool. Maintenant j'ai pas forcément que j'ai hâte de lire la suite, mais je suis perplexe sur ce qui va se passer ensuite parce que c'est le genre de révélation que t'as à la fin d'une partie qui te met un gros coup et tu dis bah c'est fini maintenant, t'as toutes les explications, t'as tout compris. Donc j'ai hâte de lire la suite, mais surtout que je m'attendais à ce qu'un personnage revienne, et vu ce qui se passe dedans, je me dis ça va être compliqué de le faire revenir. Je parle de Killer Queen. À voir la suite maintenant, mais Jojo Bizarre Aventure, cette partie, elle est de mieux en mieux. Food Wars, tome 24, c'est le tome qui marque la fin de l'avant-dernier tour du tournoi régimental, vu que dans ce tome, j'ai spoilé la fin, mais ils sont plus que deux dans chaque camp, et donc là, ça va être la manche finale entre les deux premiers du Conseil des 10 et Soma et Erina, qui vont faire un tag duel. Ça va être stylé, ça va être épique, et donc, j'ai quelques nouvelles du Japon de cette série qui... Otakult, vous voyez, si vous connaissez sa chaîne, ça dégringole en termes de popularité. Je pense que prochainement, ça va être la fin de la série au Japon, donc on va avoir une trentaine de tomes, et de toute façon, vu l'arc actuel japonais, c'était sûr et certain que ça allait se terminer. En tout cas, Food Wars, là, cet arc et ces tomes sont vraiment de plus en plus épiques, et bon, sans spoiler, la suite va être un petit peu plus décevante. Prisonnier Riku, tome 30, et putain, ce tome était épique. Alors, l'auteur est parti un peu dans des tropes de SF, c'est un peu bizarre, mais surtout, Kidoin, le grand méchant, qui était depuis toujours le grand méchant, mais là, il est vraiment montré comme le gros connard à battre, et il fait des trucs de dingue dans ce tome. Il reste plus que 8 tomes, j'ai hâte de voir la fin, parce que là, franchement, le personnage est vraiment monté en puissance, le grand méchant est vraiment monté en puissance, j'ai hâte de voir ce que ça donnait dans le futur, dans les prochains tomes, surtout que bon, on est sur vraiment la dernière ligne droite, parce que 8 tomes, ça va aller très vite, surtout que bon, j'ai lu très vite ces tomes, mais Prisonnier Riku, lisez ça, c'est super bien. Survivant, tome 4, et alors je suis hyper surpris par l'évolution de la série. Les 3 premiers tomes étaient vraiment sur le côté survie, vraiment sur le côté survie, sur une île déserte. Là, on est plus dans une sorte de trope... SF post-apo, c'est hyper étrange, je m'attendais pas à ce que la série aille dans cette direction-là. Je m'attendais vraiment que ce soit une série seul au monde du début jusqu'à la fin. Et là, on a vraiment quitté le côté seul au monde pour un côté plus post-apo, Ken le survivant, Akira et compagnie. Je suis très surpris, j'ai envie de lire la suite maintenant, mais c'est très différent de ce que je m'étais
imaginer en lisant le tome 1. Battle Royale Ultimate Edition tome 5, et il y a toujours autant de massacres, toujours autant de personnages qui sont déchirés psychologiquement. Vu que, comme je disais à chaque fois, il y a de moins en moins de personnages, on a le temps de développer un peu plus chaque nouvel élève. Là, il y en a un, c'est un petit fils de bourgeois qui se prend pour le meilleur du monde. Bon, il se rend compte qu'il n'est pas le meilleur, hein, et surtout que ce soit dans l'île ou dans la vraie vie. Il y a un groupe de filles qui sont super soudées, ils vont se déchirer, voilà, c'est super intéressant. Et, spoiler, à la fin du tome, ils sont plus que 7. Il reste 2 tomes Ultimate Edition, donc ça veut dire 4 tomes. Il peut se passer beaucoup de choses en 4 tomes, surtout quand il reste plus que 7 personnages. Donc là, il va y avoir du feeling, parce qu'il y a vraiment les pires personnages qui sont encore là. Il y a le meilleur de la classe, là, celui qui est vraiment le psychopathe, il y a la salope de service, il y a le mec qui fait du kung-fu, il y a le gros costaud, il y a le héros. Il y a quasiment plus que ça maintenant sur l'île. Quand ils vont se rencontrer, ça va être des duels épiques. J'ai hâte de lire les 2 derniers tomes. De toute façon, ça se termine au mois d'août. Ça va être génial. Blue Giant, tome 6. Alors, je suis assez perplexe par rapport à cette couverture. Je l'aurais plutôt vu comme ça, enfin l'image qu'on a sur la couverture, je l'aurais plutôt vu comme ça. Là, ça fait un peu bizarre d'avoir des bandes blanches. Ça fait un petit peu rétro. J'ai peur que ça effraie un peu les gens de voir ce genre de couverture. Un peu comme le tome 1, qui est complètement noir avec le personnage au milieu. Ça faisait un peu très sobre, très austère. Mais ce qui se passe dans le tome, c'est que, comme vous le voyez avec la couverture, on a le premier concert du groupe. Et putain, c'est stylé. C'est toujours aussi stylé. C'est toujours. Il y a le côté. C'est une histoire très adulte, hein, c'est énorme, mais il y a vraiment cet esprit shonen neketsu et je kiffe ça. Et il faut vraiment que je me prenne vertical parce que c'est le précédent titre de l'auteur. Et ça, si c'est tout aussi épique que ça, je vais kiffer. C'est sûr et certain que je vais kiffer. Ranma 1/2 tome 8 et putain, ce tome! Oh là là! C'est l'apparition de King, qui est le roi du jeu. Alors, c'est juste un peu Osef, hein. C'est un personnage, je crois qu'on le revoit quasiment jamais. Mais en fait, quand j'étais petit, j'avais lu quasiment l'équivalent de cet homme-là. Édition normale. Et il y avait King, il y avait le neveu d'Aposai qui va apparaître, il y a l'arc avec les cheveux. Et je me souviens de ces arcs-là parce que c'est ceux que j'ai vraiment lus étant gamin. Et là, les relire... Putain, c'est stylé, surtout que le duel contre King, ok, c'est juste des mecs qui jouent au pouilleux massacreur, mais c'est stylé, franchement, la façon dont c'est fait, genre, Ranma qui s'entraîne à faire comment ça s'appelle ah, putain, j'ai plus le mot, Poker Face, c'est stylé, non, je trouve ça trop cool, et Ranma 1/2, si vous connaissez pas, et si vous connaissez toujours pas, mais lisez ça, c'est super bien. Berserk, tome 40, ça y est, c'est le tome annuel de Berserk, et autant la première partie, j'étais hypé de ouf parce que c'est le réveil de Casca. Et jusque là c'était vraiment cool. Il y a Casca qui va retrouver Guts et on coupe, on repasse à Griffith. J'ai hurlé intérieurement parce que ça veut dire que je ne lirai la suite que dans 1 an. Et c'est long, 1 an. Alors il y en a qui disent les scans. Je ne lis pas les scans de Berserk. Ça se lit en tome Berserk, c'est tout. Et donc j'étais très déçu par ça parce que ça se termine vraiment sur un gros climax. La rencontre entre Guts et Casca, ça fait plus de 20 tomes, 25 tomes qui se sont pas vus. En vrai, hein, parce que Casca, elle est folle, on va dire, pendant 20 tomes. Et là, ça se finit là-dessus, mais tu veux ma mort, Miura, c'est ça, tu veux ma mort. Mais j'ai hâte que le tome 41 sorte, parce que ça va être épique en termes de développement de personnage et surtout la relation entre Casca et Guts, ça va être épique ça. One Piece tome 90, alors c'est le tome qui marque la fin de l'arc de Big Mom, il reste 2 chapitres tout cassés, il y a tout l'arc de la rêverie et le début de Wano Kuni. Alors moi pour l'occasion je me suis relu tout l'arc de Big Mom et franchement autant en scan c'est des fois indigeste parce que il se passe très peu de choses et t'as l'impression que sur 3-4 semaines, t'as pas eu beaucoup d'évolution. Autant quand tu lis 3-4 tomes d'un coup, tu dis putain, il se passe tellement de choses. Big Mom, elle a fait ça, ça, ça. Luffy, il a fait ça, ça, ça. C'est pour ça que j'aime bien lire les arcs d'une traite. J'aime bien lire les scans pour être à jour, mais lire tous les tomes d'un arc d'une traite, c'est tellement épique. Et surtout, ce tome-là, mais il est vraiment epicness. Le tome 90, c'est un des tomes où il y a le plus de révélations parce que l'arc de la rêverie, il se passe tellement de choses. Et putain, si vous... Enfin, One Piece, de toute façon, tout le monde connaît, hein, donc ce tome-là, il est vraiment stylé. Happiness, tome 6. Alors, avant de commencer à en parler, petite news rapide. Au Japon, le tome 10 de la série est le dernier. Donc la série est finie en 10 tomes. Il reste plus que 4 tomes avant la fin en France. Donc c'est-à-dire fin d'année, début d'année prochaine, c'est terminé. Il y a toujours les liens du sang du même auteur, qui est encore mieux, selon moi.
Donc dans ce tome, on suit toujours Yukiko depuis la fin du tome 5, 10 ans après les événements qui se sont passés dans le tome 5. On est vraiment sur un tome où la fantasy, les vampires ont totalement disparu, même si Yukiko veut retrouver le personnage de Makoto, qui est donc lui un vampire. Et donc là pour l'instant c'est très calme, bon, il y a eu des petits soubresauts de fantasy, mais c'est vraiment du tranche de vie paisible. Il reste 4 tomes. Je pense que dans le prochain, ou peut-être dans le suivant, quand les vampires et la fantasy vont revenir, ça va être bad. Ça va être très violent, ça va être très puissant. Hâte de lire la suite. Là, c'est vraiment le tome le plus calme de la série. Peut-être, on pourrait même dire le plus mauvais. Mais c'est vraiment le calme avant la tempête. Là, je pense qu'on est vraiment... L'auteur s'est dit, je me calme, je vous laisse un peu de repos. Et après, je bombarde sur les 4 derniers tomes. Vous allez prendre de l'épicness. On verra. Peut-être que je dis des conneries, mais je pense que ça va être comme ça. Le Pacte de la mer de Satoshi Kon. Alors, pour ceux qui l'ignorent, Satoshi Kon, c'est le réalisateur des films Paprika, Perfect Blue et Tokyo Godfather, et peut-être un 4e, mais je sais plus lequel, ainsi que de la série Paranoia Agent, qui sont des séries superbes. Et avant de faire des films et séries, Satoshi Kon était l'assistant de Otomo, papa de Akira, et il a fait quelques mangas. Il y en a quelques-uns qui sont édités chez nous, notamment celui-ci et Le Fossile des Rêves chez Oshi Pika Graphic. Et c'est vraiment une super série, enfin c'est un super titre, c'est un one-shot. Hein. On sent quand même qu'il a été l'assistant de Akira, enfin de Otomo, du temps de Akira, parce qu'il y a vraiment, pas forcément le dessin qui rapproche de Akira, mais au niveau du découpage et du dessin, du style, on sent quand même qu'il a été l'assistant de Otomo, parce qu'il y a un truc, franchement il y a un petit feeling, tu sens comme quelqu'un qui adore Akira, et qui va essayer de dessiner un petit peu comme Otomo, il va y avoir un truc dans le dessin, bah c'est pareil, il y a un truc, tu sens que ça sent le Akira pas loin, et j'ai hâte de lire Les Fossiles du Rêve. Alors ça fait longtemps que j'ai ce tome là dans ma pile, parce que ça fait au moins 6 mois que je l'ai. Pika l'a réédité pour les 40 sur la BD à 2€, dans une édition un peu différente, et faut que je me prenne Les Fossiles du Rêve maintenant, parce que maintenant que j'ai lu ça, je veux lire un autre titre de l'auteur, parce que bah il en a fait très peu, et donc ça va être tous aussi bien et assez intéressant. J'ai fini La vie de Bouddha de Tezuka, le 4e et dernier tome de cette édition Master de chez Delcourt Tonkam, et c'était épique franchement, enfin les 2 derniers tomes qui sont compilés là-dedans, donc c'est vraiment le 4e, enfin le 7 et le 8 en un seul gros tome. Il se passe tellement de choses, parce qu'en fait il y a plein de personnages qu'on avait jusqu'à présent qui se sont jamais vus, qui se retrouvent, qui se rencontrent. C'est vraiment la saison 8 de Game of Thrones, hein, voilà, t'as suivi plein de personnages jusqu'à présent, ils se regroupent, ils se rencontrent, voilà, c'est épique. Il y a des personnages qui finissent leur histoire, il y a des trucs, tu te rappelles de personnages que t'as pas vu depuis longtemps. Genre Bouddha qui rencontre le moine qui était avec Tata, et alors, comment il s'appelle l'autre, Tata et son pote là qui voulait devenir soldat, sa mère était tuée, enfin... Vous vous souvenez de ce Naradata? Voilà, ça va me revenir. Le moine qui est devenu une bête. On le revoit dans ce tome-là. Ça fait plus de 20 ans dans l'histoire qu'on l'a pas vu. Enfin, c'est stylé. Et surtout quand tu sais qu'il a été le maître d'un autre personnage. Voilà, c'est trop cool. Franchement, Bouddha, lisez ça. Moi, un de ces 4, peut-être que je ferai une vidéo dessus. Enfin, en tout cas, je ferai une vidéo dessus, un de ces 4. Je sais pas quand, mais Bouddha, c'est à lire. C'est super bien. J'ai les 2 tomes de Ragnarok Gael de Okazaki Tsugo, le papa de Cosmopolis Justy. Donc c'est un autre de ces titres qui est en 7 tomes, édité encore chez Black Box Edition. Encore une série de space opéra SF. Et c'est totalement différent de Cosmopolis Justice. Déjà, rien que le personnage, c'est un peu une sorte de anti-héros, vraiment bad guy. Là où Cosmopolis, c'est vraiment le héros de shonen super gentil, le paladin. Lui, c'est plus le guts, voilà, dans l'esprit, on va dire. Et c'est vraiment stylé. Je l'ai lu un petit peu rapidement, hein, j'ai pas tout en tête. Et il faudrait que je me le relise pour faire peut-être un de ces 4, un manga à chaud, je sais pas encore quand. Mais j'aimerais bien faire un manga chaud dessus parce que ça mérite, c'est un super titre. Il y a franchement, les couvertures, je les trouve sublimes. En plus, on va avoir un super dos de couverture avec le logo du héros. Je vais peut-être en faire une vidéo, je sais pas quand, mais en tout cas, c'est stylé. Moi, j'aime beaucoup, hein. J'ai beaucoup aimé. Après, vous pouvez aimer un peu le style un peu rétro de l'auteur, le ASF, space opéra un peu what the fuck, un petit peu spécial. Mais en tout cas, j'en ferai une vidéo, je sais pas encore quand, mais c'est dans les starting blocks, ça. Made in Abyss, tome 5. Waouh! Ce tome, comment dire, ce tome dérangeant, effrayant. Bundle, là, le grand méchant qu'on a vu dans la saison 1, qui a été plus ou moins teasé, hein, en disant la saison 2, vous allez voir, c'est un truc épique. Dans ce tome, c'est même pas épique ce qui se passe. Honnêtement, tu chies dans ton froc, tout ce qui se passe dedans. Franchement, ce personnage, mais ça va être un des personnages les plus détestés, un des méchants préférés des fans d'animation. Tellement c'est une pourriture. Ah, c'est ce qui se passe dedans.
waouh, lisez Made in Abyss, c'est trop bien ce qui se passe dans là. Franchement, ce tome, la couverture te dit ouais, c'est mignon. Ce que tu vois là, c'est tout à l'opposé de ce qu'il y a dans le tome, tellement c'est bad. Et j'ai hâte de la suite parce que là, ils vont aller dans le niveau -6 de l'Abyss. Ça va être stylé, j'ai hâte de voir ça. Vivement le tome 6. Furari de Jiro Taniguchi, et encore une fois, c'est pas un des meilleurs titres du monsieur. Très clairement, je l'ai pris parce que je voulais compléter la collection, mais c'est pas pour moi un indispensable. Voilà, si vous voulez commencer un Taniguchi, c'est clairement pas le meilleur. Alors l'histoire, c'est qu'on est à Edo, donc l'ancien nom de Tokyo, à la fin du XVIIIe siècle, et on suit un mec qui veut cartographier la capitale en marchant. Donc il fait des pas, il compte les pas, il se dit entre tel pont et tel pont il y a 20 mètres, et donc il dessine sa carte pour qu'elle soit la plus juste possible. C'est ça l'histoire. Alors il y a des trucs un peu plus fantasy dans le fait où quand le personnage rencontre des animaux, il se plonge dans leur vie. Genre il voit un chien, pendant tout le chapitre il va se comporter comme le chien, on va voir le point de vue du chien, ou d'une libellule, ou d'un poisson. C'est très spécial. C'est un peu l'homme qui marche en plus fantaisiste. Fantasy plutôt, avec un peu plus de fantasy. Mais c'est vraiment étrange. Je dis pas que c'est mauvais, mais c'est vraiment pas le meilleur Taniguchi qu'il ait fait. Hein. C'est vraiment pas son meilleur titre. Mais à lire un de ces quatre, parce que surtout que le voir faire une œuvre historique, il a pas fait ça. Il a pas fait beaucoup de titres comme ça. Et moi j'ai bien aimé, mais c'est clairement pas son meilleur titre. Il y a beaucoup mieux chez Casterman. Voilà, il y a le Quartier Lointain, déjà pour moi. Le journal de mon père. Et déjà t'as lu ça. Pour moi c'est le meilleur titre. Par rapport à ce que j'ai lu jusqu'à présent. Hein. Mais en tout cas, lisez ça si vous êtes curieux. Mais si vous voulez commencer Taniguchi, Quartier Lointain. Très clairement. Cobra, l'édition couleur de Isan Manga, tome 4, Galaxy Night. Alors, ce tome 4 est un tome inédit. Voilà, je le dis tout de suite. Si vous avez la collection complète comme moi de Cobra chez Black Box, ce quatrième tome, cette histoire n'est pas dans la collection de Black Box. Donc, si vous voulez du nouveau Cobra, ben, vous avez ça, voilà, c'est du nouveau Cobra. L'histoire, c'est que Cobra et d'autres gens sont réunis sur une planète. Ils ont une dizaine, ils ont chacun un nom en rapport avec un jeu de cartes. Donc, les cartes d'un jeu de cartes. Hein. Donc, Ace, 1, 2, 3, 4, 5, le roi, la reine, le jack, et voilà, compagnie. Et donc, ils sont réunis pour récupérer un trésor dans une planète qui a été révolutionnée, tout ça, tout ça. C'est épique. Franchement, c'est un super titre. J'ai eu un petit message de l'éditeur qui dit l'une des meilleures histoires de Cobra, et ouais, c'est l'une des meilleures histoires de Cobra. Terasawa est vraiment épique. Ça, c'est ce genre d'histoire, on pourrait la voir en film, parce que, en fait, ça joue tellement peu avec les connaissances de Cobra, c'est vraiment, en plus, c'est limite une origin story, parce que il y a des trucs qui sont en rapport avec le passé de Cobra. Tu l'as en film, en one-shot, un film d'une heure, 1 heure et demie, avec un peu plus de détails, des trucs sur les origines de Cobra. Mais ça passe crème, c'est un super titre. Lisez ça, si vous connaissez pas Cobra, je vais pas dire que c'est une des meilleures portes d'entrée, mais ouais, c'est une bonne porte d'entrée. Ça joue pas trop avec les origines de Cobra, avec les pierres de l'espace, la perte de mémoire. C'est juste, voilà, c'est vraiment une bonne histoire de Cobra, sur 200 pages en couleur. Bon, les couleurs sont un petit peu cheapos, mais lisez ça. Franchement, c'est super bien. Cosmic Ghost Rider. Donc, alors c'est censé être la suite d'un autre comic sur Thanos. Alors, cette histoire, c'est qu'on suit un Ghost Rider cosmique, donc un homme qui a été tué, qui est devenu le Ghost Rider par Mephistopheles, si je dis pas de conneries. Il a reçu les pouvoirs cosmiques de Galactus, il s'est associé avec Thanos, et sa véritable identité, c'est que c'est Frank Castle. Donc le Punisher est devenu le Ghost Rider qui a des pouvoirs cosmiques de Galactus et qui est devenu pote avec Thanos. C'est stylé, honnêtement, c'est trop stylé. Alors l'histoire se passe après les événements d'un autre comics que j'ai pas lu, et il faut vraiment que je lise parce que les 4-5 premières pages, c'est un résumé qui est vraiment super stylé parce que c'est juste une bande avec un mot, c'est genre mort, vengeance, renaissance, Galactus, Thanos, mort. C'est vraiment stylé, je trouve que le découpage est vraiment top, mais il faudrait vraiment que je lise un petit peu ses origines avec Thanos. Et donc l'histoire, c'est qu'on suit maintenant Castle, donc le Ghost Rider cosmique, qui est au Valhalla, qui veut se venger. Odin lui dit « Bon, allez, vas-y, va te venger ». Et donc il va dans le passé pour tuer Thanos. Sauf qu'il va se passer des dérèglements temporels, et ça va être stylé. Honnêtement, c'est... Voilà, l'histoire... elle n'est pas folle, mais c'est vraiment stylé parce qu'il y a des doubles pages qui sont top. Il y a un Frank Castle, mode Ghost Rider cosmique, qui a des pouvoirs hallucinants. Déjà,
Punisher, tu lui donnes des armes de super-héros, il est monstrueusement fort. Là, c'est l'un des trucs les plus puissants de l'univers. À un moment, il se bat contre plein de super-héros, mais il est massacre, il est marave. Et quand arrive un personnage du futur, qui est lié à lui, putain, mais c'est stylé, franchement, c'est stylé. Et bon, cette image est adorable. Bébé Thanos, avec le Ghost Rider, c'est mignon. Vous allez voir, c'est stylé. Lisez ça. C'est pas, on va dire, un indispensable pour moi, hein, honnêtement. Mais c'est juste pour le délire, c'est top. Et on termine avec Umbrella Academy tome 1 et 2, qui sont, d'après ce que j'ai pu comprendre, les seuls tomes de la série. Alors j'ai vu la série sur Netflix, j'étais tellement hypé, je me dis je vais lire les comics pour voir ce que ça vaut. Et c'est clairement moins bien. Je trouve que le comics, c'est pas foufou. Je trouve même que la série a sublimé l'œuvre d'origine. Alors ils prennent un petit peu des 2 premiers tomes, mais je trouve que le comics va des fois très vite, explique très peu de choses, développe très peu de choses. Il y a des trucs qui sont mieux faits dans la série. Je vais prendre l'exemple de Klaus. Dans la série, je trouve qu'il déjà il a un développement de personnage beaucoup plus intéressant. Dans le comics, tous les personnages sont anecdotiques. Hein. Honnêtement, je les trouve, les membres de la famille, mais Osef, tous total. Hein. Il y a très peu de développement, tu sais très peu de choses sur eux. Là où la série a quand même pris plus de temps à développer tous les personnages vis-à-vis du Mighty d'origine, c'est vraiment super bien. Mais Klaus, il a sa relation avec son frère qui est mort. Dans le comics, ça n'existe pas. Son frère, il est mort, point barre. On n'en parle jamais. Rien que ça, je trouve ça bien mieux. Le personnage de Vanaya, qui est le grand méchant de la série, dans la série, son développement est bien plus intéressant. Là, c'est genre, je suis là, casse-toi. Je suis méchante maintenant. Ok. Voilà, lisez si vous êtes intéressé, mais très clairement, je suis vraiment déçu. Je pensais vraiment à lire un truc épique. Alors, c'est stylé, hein, le découpage est cool, la colo est cool, hein, mais je trouve que en termes d'histoire, je préfère me revoir la série sur Netflix. Voilà, c'est tout. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Avant de vous quitter, pensez à mettre plein de pouces bleus, partagez la vidéo et laissez des commentaires. Et surtout, en description de cette vidéo, vous trouverez des liens pour aller sur mon Facebook, mon Twitter et mon Discord. Allez, à plus tout le monde et continuez à lire des mangas.